bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui c'est un point lecture avec d'excellentes découvertes, si je puis dire comme ça, et des romans assez bouleversants, donc je vais vous en parler tout de suite. Le premier roman de ce point lecture est Celle que je suis de Claire Norton, publié chez Robert Laffont. C'est un roman qui diffère assez de mes lectures habituelles, mais qui m'a bouleversée et qui, je pense, sera inoubliable de par son histoire, parce qu'il m'a pris au trip dès les premières lignes. Dans cette histoire, nous suivons Valentine. Valentine est une femme qui ressemble à une femme somme toute banale. Elle travaille à temps partiel dans un centre culturel au rayon librairie. Elle a un enfant, elle a un mari qui a une très très bonne situation, du moins c'est ce que l'on croit à tout point de vue. Elle a la vie presque parfaite, enfin presque, parce que Valentine ne vit que pour son fils, Valentine fait tout pour lui. Valentine tient un journal intime qu'elle cache dans la caisse à jouets de son fils parce que son mari est très jaloux de la relation qu'elle entretient avec son enfant, mais aussi de toute autre relation. Son mari n'est pas ce qu'il paraît, son mari est un être que je qualifierais d'abominable parce qu'il ne se rend pas compte de ses actes, il croit que tout lui est dû et Valentine va souffrir de ce qu'on appelle la maltraitance. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est que la psychologie de ces femmes en souffrance est superbement disséquée par Claire Norton. C'est-à-dire que souvent on s'interroge en se disant mais pourquoi ces femmes restent avec des hommes comme ça? Pourquoi elles ont supporté la première claque? Pourquoi elles ne font pas ci, elles ne font pas ça? Et là en fait on est dans la tête de Valentine, c'est-à-dire que l'histoire alterne entre des pages de sa vie et des pages de son journal et on comprend que la manipulation psychologique est tellement forte que Valentine, elle ne peut pas faire autrement en fait, ou elle ne sait pas comment faire autrement. Ce qui va l'aider dans cette histoire, c'est le petit couple âgé qui a emménagé sur le palier d'en face, ce petit couple dont on fait la connaissance dès les premiers chapitres et qui va être une bouffée d'air frais pour notre chère Valentine ainsi que son fils. Ici, le regard des autres est bien mis en avant de par le regard du voisinage, des maîtresses à l'école qui s'interrogent en voyant Valentine porter des foulards ou en entendant des bruits anormaux, mais personne ne va bouger pour autant, personne ne va agir, personne ne saura comment aborder Valentine et surtout les gens vont la regarder comme si elle était une extraterrestre avec le jugement. Et ça c'est vraiment difficile à voir et en même temps on va faire la connaissance de ce petit couple âgé qui a su me toucher, qui eux vont essayer d'aider la jeune femme, mais cette aide va être très très compliquée parce qu'il ne faut pas que le mari de Valentine s'en aperçoive et on se rend compte que Valentine elle a un quotidien pour le moins très très dur à vivre. Pour moi ce livre il a changé mon point de vue sur tout ce que j'imaginais concernant la maltraitance. Je dis bien j'imaginais parce que même s'il y a de multiples formes de maltraitance, il y a la maltraitance psychologique mais il y a aussi la maltraitance physique et il y a également les deux, on ne se rend pas compte de ce que vivent ces femmes, de l'enfer, de la peur qu'elles ressentent. En fait, je sais pas comment vous en parler, mais ce livre, il est incroyablement fait. Il vous fait réaliser, il vous fait réfléchir et en même temps, il permet de faire de la prévention en mettant en lumière certaines associations qui sont là pour aider ces femmes qui n'ont plus rien si elles quittent leur domicile. Parce que ici, par exemple, dans cette histoire, Valentine n'a même pas accès à ses cartes vitales en cas de besoin. Valentine est totalement dépendante de son mari et ça s'est fait petit à petit par des petits gestes qui concernent la manipulation. Pour moi, Valentine, c'est une femme forte, c'est une femme admirable. Son enfant, il m'a touchée au possible puisque c'est un enfant qui ne vit pas une enfance comme il devrait la vivre à cet âge-là. Cet enfant est beaucoup trop mature et cet enfant vit dans la peur pour sa maman, mais aussi pour lui. Et quel enfant devrait avoir peur de son père ? Enfin, bref, j'ai peur de trop vous en dire tellement il y a de choses à dire sur ce livre, mais je l'ai adoré, je l'ai dévoré, même si j'ai dû faire quelques pauses parce que l'émotion était vraiment, vraiment très importante. Bref, si c'est un roman que vous vous sentez de lire, je ne peux que vous le conseiller
Par contre, il est très difficile et si vous êtes dans une situation complexe, si vous êtes dans un mood où le moral n'est pas forcément là, choisissez peut-être un autre moment pour le lire. Je vais enchaîner avec une histoire beaucoup plus simple, avec une histoire qui est quand même prenante, mais une romance qui va être plus légère à côté de ce que je viens de vous présenter. Il s'agit de Cœurs imparfaits de Aurore Roussel, publié chez Évidence Éditions, que j'ai reçu en service presse numérique. Ici, nous allons suivre deux protagonistes qui sont en tout point opposés et qui en même temps se ressemblent, c'est-à-dire que nous allons suivre la jeune Eleana qui a passé son enfance dans les hôpitaux et qui s'est fait une amie, Anna, avec qui elle a tout partagé, mais en passant son enfance dans les hôpitaux, il faut savoir que sa mère n'a pas pu être présente pour elle à chaque instant et que cela a eu une incidence sur sa vie. Puis en plus, elle a vécu une histoire d'amour avec un mec qui était assez abject et qui du coup l'a retranchée actuellement dans la solitude. Il y aura Eden, un voisin qui habite le même immeuble qu'elle, qui lui a renoncé à l'amour parce qu'il ne veut pas souffrir suite à une histoire familiale. Eden et Eleana, ils se croisent assez régulièrement dans les couloirs de l'immeuble, mais un jour, un événement va faire qu'ils vont venir à se parler et nous allons suivre le développement de la relation de ces deux personnages qui avaient renoncé à l'amour. Ici, nous avons une romance courte avec des personnages auxquels on s'attache facilement. Nous avons des chapitres qui alternent tantôt le point de vue féminin, tantôt le point de vue masculin, et parfois certains autres personnages viennent se glisser, et cela permet de rendre beaucoup de relief dans cette histoire. Eleana, c'est le genre de femme auquel on peut s'identifier parce qu'elle est assez complexe, elle peut être mal dans sa peau et elle a une histoire qui est touchante, elle est sensible et forte à la fois, et moi, son histoire m'a beaucoup aimée. Eden, lui aussi, c'est un gars attachant, c'est un gars respectueux, on ne peut que s'attacher à lui, on ne peut que l'apprécier. Cependant, si j'ai apprécié nos personnages, leur histoire n'est pour moi pas assez développée. On a la thématique des enfants hospitalisés qui est abordée avec énormément de tact. On voit ces personnages vraiment touchés par ce sujet et pourtant on reste assez vague parce que l'histoire va se concentrer vraiment sur Eleana et Eden, mais j'aurais apprécié que cette partie de l'histoire soit mise en relief de façon un peu plus importante afin de sensibiliser les gens à cette thématique, même si celle-ci est présente dans le roman. Après, c'est vraiment mes petites exigences de lectrice. J'ai bien apprécié l'histoire dans son ensemble, j'ai passé un excellent moment, j'ai aimé les thématiques abordées, j'ai aimé le respect mutuel que les personnages ils ont l'un envers l'autre, l'amour qu'on leur ressent, l'esprit familial, mais aussi les notions d'amitié. Mais à la fin, il y a une petite dose de suspense auquel je ne m'attendais pas, qui pour moi n'était pas forcément nécessaire et qui a alourdi la lecture, puisque même si cette dose de suspense va partir d'une histoire dont on va faire connaissance beaucoup plus tôt, comment vous dire, ce n'est pas la thématique principale, même si cette thématique reste très importante et n'était pas forcément nécessaire à cette histoire-là, mis à part rajouter un petit rebondissement supplémentaire, mais ça, pareil, ça reste que mon avis personnel. C'est une histoire que j'ai dévorée assez rapidement, même si il y a 2-3 petits trucs qui m'ont fait tiquer. J'ai passé quand même un excellent moment en lecture et je ne peux que vous recommander cette histoire. Je vais passer un petit manga que vous connaissez sûrement, j'en ai déjà parlé de multiples fois sur la chaîne, il y en a une vidéo dédiée et beaucoup de monde recommande ce manga. Il s'agit bien entendu de l'Atelier des sorciers de Kamomeshi Hirahama, publié chez Pika Éditions. J'ai adoré chacun des tomes précédents, je ne pouvais donc ne pas lire le tome 8 qui est sorti début juin et cette lecture a été une très bonne lecture, même si je trouve ce tome en dessous de ses précédents opus. Pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas, ici nous suivons Coco qui est une humaine qui a découvert le secret de la magie. Malheureusement, cela a impacté sa maman et donc elle apprend la magie pour trouver le contre-sort qui la sauvera. Nous sommes dans un univers vraiment très intéressant, très intriguant, avec des protagonistes hyper touchants, il y a une extrême pédagogie dans chacun des tomes et j'adore ça.
Mais ce tome 8 est en dessous des autres et cela m'a un petit peu embêtée parce que même si nous faisons connaissance des protagonistes secondaires, la problématique principale a été passée un petit peu sous silence. Nous suivons un peu moins nos sorcières de l'atelier, nous suivons deux personnages que nous avons rencontrés dans les tomes précédents. Ces deux personnages vont être mis en avant de façon très pédagogue avec une thématique qui va toucher au handicap qui est très importante et surtout l'impact que la magie aura sur le problème d'un certain protagoniste. Donc cela était vraiment très intéressant, cela met plein de choses en relief, on se pose énormément de questions, mais la problématique de Coco et de sa maman, on n'en entend pas parler et cela m'a quelque peu dérangée. Cela ne m'a pas empêché de passer un très bon moment lecture. Vous savez que j'adore la plume de Kamome Shirahama et que son trait graphique est exquis. Il y a toujours une finesse dans ses traits, un détail vraiment plaisant à admirer et on se perd dans cette beauté et j'espère du coup retrouver nos problématiques principales dans les tomes qui suivront. Je pense que vous le savez dès à présent, je suis fan de la plume de Sarajimas et j'ai adoré le début de la saga de Keleana. Il est normal que je vous parle de ce tome 3, l'héritière du feu, publié chez la Martinière Jeunesse, et ce tome 3 diffère totalement des deux précédents. Je ne vais pas faire un gros résumé de cette saga parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois récemment, mais pour faire bref, Keleana est une assassineuse, elle a été envoyée à Andovier qui une espèce de mine où l'on envoie les prisonniers qui ne ressortiront jamais et le prince d'Orient l'a fait sortir de cette mine où elle risquait d'y passer la fin de ses jours afin de participer au tournoi du roi afin de devenir le champion et de pouvoir reconquérir une certaine liberté. Voilà. Je reste bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Ici, j'ai vraiment adoré ce livre parce que nous avons une dynamique totalement différente, sachant que nos protagonistes principaux, le prince, Shaol, d'autres personnages dont nous allons faire la rencontre et qui vont rentrer en jeu dans cette histoire seront tous à des endroits assez différents et éparpillés. Cela permet d'avoir une multitude de points de vue qui enrichit l'univers, le récit, et nous allons faire connaissance avec différents peuples de différentes origines et cela a été vraiment topissime. Les personnages se développent tant au niveau du point de vue caractère, tant au niveau des rebondissements, des révélations, du charisme qu'ils regorgent et les nouveaux protagonistes qui sont apparus, mais moi je les ai adorés. Et vous savez, je vous disais tout le temps Dorian, Shaol, Dorian, Shaol. Non, il n'y a plus de Dorian et Shaol. Non. Je vous en dis pas plus, mais si vous lisez ce tome 3, vous comprendrez. Ouais, j'en suis sûre, petit curieux. Ce tome est beaucoup plus gros que les deux précédent, mais il est encore plus passionnant. Moi j'adore les univers de fantasy qui s'enrichissent, où il y a une multitude d'aventures, où on apprend plein de choses sur les différents peuples, où la magie se dévoile de plus en plus, où les personnages ils sont intenses, on les aime ou on les aime pas, mais en aucun cas je m'ennuie avec cette saga, et Keleana, je l'admire de plus en plus. La plume de Sarajimas, comme je vous ai dit, elle est fluide, elle se lit vraiment facilement. Ce tome est beau être plus gros que les autres, je l'ai dévoré en moins de 2 jours, mais j'étais absorbée et quand je l'ai terminé, j'étais dans une frustration intense. Je sais pas si vous imaginez, mais j'étais en mode comme ça. Non, c'est pas possible, il me faut la suite. Non, c'est pas possible. J'étais vraiment comme ça en lisant la fin de ce tome et en fait, quand j'ai dû terminer l'histoire, il devait être plus de 2 h du matin et j'ai fait, bon, là, il n'y a pas le choix. Il faut que tu commandes le tome 4. Pas le choix. Donc c'est ce qu'il en est, et bon j'espère pouvoir lire le tome 4 bientôt et revenir vous en parler. Vous savez que j'aime beaucoup alterner mes lectures romanesques avec des lectures graphiques, et il y a quelques temps je vous avais parlé d'une bande dessinée avec un style graphique assez incroyable. Je crois que je l'avais acheté début de l'hiver, fin de l'automne, quelque chose comme ça. Je l'ai prêté à mon petit frère, il a adoré et il me dit « Oh mais c'est quand que t'as le tome 2 ?» Et là je me suis dit « Bon,
faut vite que tu achètes le tome 2 afin de pouvoir lui faire lire. Donc je l'ai lu afin de lui prêter. Il s'agit du tome 2 de Flame de Marianne Alexandre, la sentinelle déchue. Je vous refais un bref résumé du tome 1, mais je ne m'attarde pas, donc c'est pareil, il y en a une vidéo où j'en parle si cela vous intéresse. Nous suivons l'auteur qui est un chasseur de monstres, qui a toute une histoire familiale derrière, et il est accompagné d'une sentinelle qui est là pour le guider, c'est son fidèle chat Chatterton. Donc voilà, je reste là pour le résumé. J'avais été dans le premier tome sublimée par les illustrations qui m'avaient captivée. Elles ont un petit style aquarellable avec un détail vraiment passionnant et des couleurs qui vous en mettent plein les yeux. Ici, si j'ai trouvé les illustrations toujours très agréables à regarder, j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu en dessous du premier. Je les ai trouvées légèrement plus ternes et je trouve ça totalement dommage. Alors est-ce parce que je m'attendais ou qu'il me restait une idée de cette œuvre vraiment incroyable que j'ai surestimé les illustrations, ou est-ce vraiment qu'il y a une perte de qualité? Je ne saurais vous dire. C'est une histoire qui avance très vite, mais le monde n'est pas assez développé à mon goût. Ça, c'est un point de vue d'adulte, et c'est vraiment à prendre avec des guillemets, parce que c'est une BD qui est quand même vraiment très axée jeunesse. Je dirais qu'elle toucherait un public entre 8 et 15 ans, voilà. Et donc nous suivons vraiment les aventures de l'auteur qui se développe à toute vitesse, avec des petites révélations par-ci par-là, mais pas trop, parce que il faut pas que le lecteur en ait trop d'un coup, parce que oui, à cet âge-là, bien entendu, on peut pas mettre trop d'informations en même temps, donc ça justifie le fait que l'univers soit pas autant développé que ce que j'aimerais, mais c'était vraiment plaisant à lire, et moi je sais que mon frère a dévoré le premier tome, il a adoré et il a hâte de lire cette suite, et je pense que cette suite va encore plus lui plaire. C'est une bande dessinée assez pédagogique qui va toucher les liens familiaux, les liens d'amitié, et en même temps nous partons dans une quête avec de la recherche, nous avons toute une intrigue magique, enfin il y a vraiment tout pour plaire. Notre cher Chatterton, qui avait un air vraiment humoristique dans le premier opus, ici il fait beaucoup plus sérieux et son implication est beaucoup plus importante, on se pose énormément de questions, et moi il m'a touché énormément. Si vous la lisez cette bande dessinée, vous comprendrez absolument pourquoi. Bref, c'est une histoire vraiment sympathique à lire, très intrigante, que je ne peux que vous conseiller. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie et je ne connais pas la date de parution du tome 3. Dernier livre de ce point lecture, c'est un manga dont vous avez dû voir de multiples posts dessus, qui a beaucoup fait parler. Il s'agit des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekoyu Kurage, publiés chez les éditions Kiyun. Si vous me connaissez, vous savez que je suis toujours subjuguée par la qualité de cette maison d'édition au niveau manga, que ce soit au niveau des histoires, au niveau des graphismes, tout est toujours incroyable et je me délecte de chaque planche. Ici, nous suivons la jeune Mao Mao qui a été élevée par un vieil apothicaire dans le quartier des plaisirs, mais un jour elle s'est fait enlever et elle termine servante au palais impérial. Sauf qu'il faut savoir que les classes sociales minimalistes n'ont aucune culture au niveau de l'alphabétisation et tout ça. Et Mao Mao, elle est vraiment très intellectuelle, elle connaît beaucoup de choses et elle va tout faire justement pour qu'on ne s'en rende pas compte, parce que si les servants ne servent à rien, et ben au bout d'un moment, avec le statut d'esclave, on est libéré parce qu'on n'a aucun intérêt. Donc elle, c'est ce qu'elle espère, mais quelque chose va faire que son rôle va devenir beaucoup plus important dans l'histoire. Les enfants des différentes concubines de l'empereur ont tendance à mourir dès leur naissance. Mao Mao, avec ses connaissances, va intervenir et c'est là qu'on va se rendre compte du rôle qu'elle pourra jouer au palais. C'est vraiment un manga sur fond historique. Je ne sais pas si vous connaissez Bright Story, j'en ai un exemplaire juste derrière moi qui est du même style, qui va toucher à tout ce qui est à l'Orient, au mariage entre les différents clans. Mais les carnets de l'apothicaire sont vraiment dans la même lignée. Ne vous attendez pas à des grandes quêtes, à des grandes aventures, parce que vous n'aurez pas de ça. Vous aurez vraiment la culture japonaise qui va se développer tout au long de l'histoire, ou chinoise, je ne sais plus. Bref, nous serons en Asie, en Chine ou au Japon, je ne sais plus exactement, mais c'est toute cette culture-là qui va se développer. Ici, nous avons une héroïne qui est discrète, qui essaie de se fondre dans la masse, mais qui est pourtant omnibulante. Moi, elle m'a happée par
son savoir-faire, sa façon de vivre, sa douceur et tout ce qui se dégage d'elle, et cela se reflète vraiment à travers les différentes illustrations. L'histoire met en avant la différence entre les différentes classes sociales avec tout ce qui les oppose, et cela était vraiment touchant, cela était vraiment percutant, et je pense que ça, on pouvait l'observer vraiment dans toutes les cultures. C'est un manga qui met les femmes à l'honneur, on voit qu'elles ont tout un caractère bien ficelé, bien développé, et pourtant elles sont attachantes, on a envie de les connaître, et franchement j'ai adoré cet aspect-là, puisque bon, un roman historique qui met les femmes en avant dans une société où bah, c'est plutôt les hommes qui ont le pouvoir, bah, je trouve ça vraiment intéressant. Bref, si vous aimez les mangas, que vous aimez voir des illustrations qui sont tout simplement délectables, si vous aimez l'histoire, si vous aimez tout ce qui touche à l'Asie, je peux que vous conseiller ce premier tome qui est assez introductif certes, mais avec lequel j'ai passé un excellent moment. J'espère que ce point lecture vous aura plu, moi j'ai été ravie de vous le tourner comme à mon habitude. J'adore parler lecture avec vous, mais ça je pense que vous le savez. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, ça me fait toujours plaisir. En plus ça me permet de faire vivre la chaîne. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.